Salut les voyageurs! Tous les lundis, j'organise des tables rondes sur Internet, ça se passe sur Facebook et l'objectif c'est de parler de sujets précis avec des potes à moi qui sont voyageurs, aventuriers, que ce soit des hommes et des femmes et qui ont plein de choses à raconter. Lundi, on a parlé d'un sujet précis qui s'appelle l'écriture d'un livre de voyage. Le live, il dure 1h15. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les suivants et aussi à lâcher un pouce bleu. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Du coup, bonjour à toutes et bonjour à tous pour cette première table ronde. Je suis super content de pouvoir tous et toutes vous accueillir ici pour parler d'un sujet, moi, qui est assez important, qui est l'écriture d'un livre de voyage. Vous avez tous et toutes fait de grandes aventures, des grands voyages, que ce soit des tours du monde, des randonnées, des voyages à vélo, en 4x4, etc., etc. Je vais commencer par vous présenter succinctement, et puis ensuite on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et parler de l'écriture d'un livre de voyage. Donc on va commencer par Linda. Donc Linda, merci d'être ici. On ne s'est jamais rencontrés, donc je suis très content de pouvoir te parler. Moi aussi, merci de m'avoir invité déjà. Avec grand plaisir. Et ça fait, alors attends, j'ai noté, ça fait 8 ans que tu as décidé de devenir aventurière. Ouais, c'est ça. Tu t'es lancée dans plein d'aventures différentes. J'ai noté la traversée d'Israël à pied. Tu as fait 35 marathons en 2 mois. Ouais. Tu as traversé l'Alaska à vélo. Tu as vécu avec des nomades éleveurs de rennes pendant 6 mois. Et dernièrement, tu étais en Patagonie, il me semble. Ouais, la cordillère des Andes en fait. J'ai marché 3 mois en partant du sud de Santiago et jusqu'à la Patagonie. Voilà, du lourd. Et donc, tu étais capitaine avant. J'étais capitaine de gendarmerie, tu vois, comme toi. Voilà. Et tu as écrit plusieurs livres. Ouais, j'ai écrit 3 livres, voilà, dont le dernier est sorti en octobre en fait. Ok, octobre 2019. Super. Ensuite, on a Michael Pinaton, qui est, en plus d'être mon cousin, un grand voyageur. Donc, il a dernièrement, enfin, c'était il y a 1 an et demi, tu as fait Paris-Téhéran en vélo. Ouais. Et donc là, tu es sur l'écriture de ce livre, de ce récit de voyage. C'est ça. J'ai écrit le prologue le week-end dernier, là. Donc, logiquement, c'est terminé. L'épilogue, pardon, pas le prologue. L'épilogue, ouais. Prologue. Ouais. Et à côté de ça, tu as déjà écrit d'autres livres qui sont plus des guides pour apprendre à voyager ou donner l'envie de voyager. Ouais, j'ai notamment écrit un bouquin l'an dernier qui s'appelait Oser voyager en solo, où du coup je parlais d'oser voyager en solo, comme le titre l'indique. Donc ouais, c'était plus des guides pratiques, on va dire, avec des interviews et pas mal d'astuces. Mais là, je suis passé vraiment au récit de voyage sur cette aventure à vélo. Ok, super. Bon, on va pouvoir y revenir. On a avec nous aussi Yuri Karoy, mon pote, qui est actuellement au Canada. Ouais. Yuri, il a fait le tour du monde pendant plusieurs années. Il a vécu en Australie aussi avec moi dans un van pendant 7 mois. Et on a écrit un livre ensemble sur le GR20, sur la traversée de la Corse à pied. C'est ça. Bonjour tout le monde. Salut. Salut. Voilà. Ensuite, nous avons Julien Moreau. Julien Moreau, éco-aventurier. Il a fait le Tour de France à pied, à la nage, en vélo, pour sensibiliser autour des problèmes de l'environnement. Et Tour de la Bretagne également en paddle. Et je t'avais rejoint d'ailleurs pour faire le Tour de Quiberon. Et ouais, je me souviens, tu avais fait une très bonne performance. Ouais, c'était très difficile de suivre. On a avec nous également Justine Duquesne, Justine en vadrouille, qui a parcouru l'Amérique du Nord à vélo et qui a fait également un tour du monde. Et toi également, tu es en pleine écriture ou tu as fini d'écrire? J'ai fini là, du coup, si tout va bien, il sera publié en juin. D'accord. Et il me semble, à cause du confinement, ça a été retardé. C'est ça, ça devait être du coup en avril, donc pendant ce mois-ci. Et donc 2 mois, c'est reporté de 2 mois à cause du confinement. D'accord. Eh ben, ça me fait aller tout de suite vers Justin.
qui lui aussi devait sortir un livre ce mois-ci et ça a été retardé. C'est vrai, ça a été décalé pour le 11 juin et ça devait être il y a 3-4 jours, donc on va faire avec. On va attendre que tout réouvre tranquillement. Et Justin, pour le présenter, il a fait Bangkok-Paris en 4x4. Là, il est en train de préparer une grande aventure pour traverser, en tout cas faire le tour de l'Afrique en camion pompier. Et là, en ce moment, tu es en train de réaménager le camion. Voilà, de travailler dessus. Voilà. Ok. Et enfin, on a Tiffen qui est Little Miss Pedal, qui a fait plus de 20 000 km à vélo en Europe et en Afrique et qui a également écrit un livre sur cette aventure. C'est ça. Merci. Eh ben, merci tout le monde d'être présent. On va commencer direct dans le vif du sujet. Pourquoi, attention, pourquoi vous avez écrit un livre? Qui se lance? Allez-y. Vraiment, c'est pour, je pense que c'est tout le monde pareil, c'est le partage. Je pense que c'est le grand mot. Je pense le partage, la transmission et vraiment partager l'apprentissage de ce qu'on a appris pendant le voyage, la transmission. Je pense que c'est le plus important pour tout le monde. Dites-moi si c'est pareil pour vous. Moi, il y avait aussi beaucoup le souvenir, en fait, parce que c'est vrai que les souvenirs se modifient au fil du temps et du coup, moi, j'avais envie de mettre tout ça à l'écrit et il y avait beaucoup d'histoires et on vit quand même plein de choses en voyage et c'est difficile de le raconter, en fait, juste avec des amis comme ça et du coup, c'est vrai que j'avais besoin de sortir tout ce qu'il y avait dans ma tête. Et comment raconter un voyage? Par quelle manière? Certains utilisent des images, d'autres la vidéo, et je trouve que l'écrit, ça permet quand même d'apporter plus de détails, de sentiments, même des sensations. Donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant de passer sur ce format. C'est intime, ouais. Et beaucoup plus intime. Moi, c'était un rêve de gosse d'écrire un livre. Parce qu'un jour, il y avait une maîtresse qui m'avait humilié. Je m'étais dit, un jour, j'écrirai un livre. Et, je et aujourd'hui, c'est chose faite. Et t'as envoyé ton bouquin à ta maîtresse? Je pense que Claudette va bientôt tomber sur le livre. Ouais, moi aussi, bien sûr, il y avait cette volonté de partage et de transmission. Mais après, quand j'ai décidé de voyager, enfin déjà quand j'ai changé de vie, j'ai eu cette certitude que je voulais voyager. Mais l'écriture, la volonté d'écrire est venue simultanément. C'est-à-dire que c'était deux rêves qui étaient entrelacés. Le rêve de voyager dans un sens et le rêve d'écrire. Dans une perspective très artistique, très créatrice, en fait, j'avais envie de créer. Et donc c'était les deux aspects créateurs que j'avais en moi, créer ma vie à travers le voyage pour vivre des expériences qui me correspondaient, et puis ensuite créer à travers l'écriture. Yuri? Oui, ben c'est parce que tu me l'as demandé. Non, depuis toujours j'aime écrire et puis tu m'as donné l'occasion quand tu m'en as parlé. Je m'en souviens, j'étais en train d'en parler la veille. Enfin, ça faisait longtemps en fait que je voulais écrire un livre. Enfin, que je voulais écrire, j'écris depuis longtemps, mais on va dire j'avais jamais eu le culot d'aller jusqu'au bout d'écrire un livre. Et quand tu m'en as parlé et que tu m'as présenté ce projet, bah c'était ça s'est fait tout seul qu'on a fait allez. Enfin, ça s'est fait tout seul. Non, ça a pris 2 ans, mais ça s'est fait. Ouais, j'étais vraiment ok. Quoi. C'était quelque chose en fait que j'attendais de faire. Voilà. Merci Rémi. Mais pour revenir sur la durée de travail, combien de temps? Parce qu'on n'imagine pas le temps que ça met d'écrire un livre. Est-ce que vous pouvez dire le travail que ça demande derrière? Oh là 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 là. Au début, Exactement, c'est l'eau. j'aime bien des fois faire des choses intenses et rapidement. Je m'étais fixé 3 mois, mais pour finir le livre, au final, ça a pris beaucoup plus de temps. Surtout, le livre a été édité, donc
toute la communication avec l'éditeur et tout ça, tout le circuit de communication, de préparation d'un livre prend beaucoup de temps. Donc finalement, c'était beaucoup plus que ces 3 mois que j'avais anticipé, mais c'était une belle expérience dans tous les cas. Moi, je réagis directement à ce que tu dis, Justin. Après, toi, tu as eu un choix particulier, c'est que tu ne l'as pas écrit tout seul, ton livre. Je sais pas parmi vous qui a écrit avec 2 personnes. Moi, je suis avec Yuri, on était 2 là sur notre livre sur le GR20. Mais avec qui vous étiez accompagnés pour écrire vos livres? Bah, moi, j'avais pris la décision, par exemple, de travailler avec un co-auteur. Donc, j'ai travaillé avec Stéphane Dugast, parce que dans mon livre, je raconte aussi mes aventures, mes histoires personnelles, mon voyage intérieur. Mais il y a énormément de vulgarisation sur des sujets écologiques. Et comme j'avais pas envie d'être un peu trop partisan, trop activiste, et j'avais envie d'avoir l'œil de Stéphane, qui est aussi journaliste, qui va pouvoir prendre de la hauteur. Et j'avais dit à Stéphane, pars du principe que tout ce que je dis sur l'environnement, c'est des bêtises, et tu vas venir contrecarrer tous mes arguments, croiser toutes les sources. Comme ça, on va faire en sorte que le lecteur il ait une vision globale et que ça soit pas trop partisan et que ça soit pas surtout culpabilisant. Donc c'est pour ça que j'avais travaillé avec un co-auteur, et puis écrire à 2, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a vraiment un jeu de ping-pong et on peut valider un peu nos idées. Quand on est tout seul, c'est comme dans tout, c'est assez compliqué, mais à 2, il y a un vrai travail intellectuel et ça simplifie les choses. Ouais, je suis d'accord avec Julien. Moi, j'ai travaillé avec Julia Girard, qui est une amie, et en fait, dans notre binôme, je racontais mes histoires, mais après, en écrivant les brouillons, il fallait couper parce que sinon le bouquin allait être trop gros. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens lisent moins. Il y a aussi toute une stratégie sur la taille d'un bouquin en librairie. Donc, elle a eu une place, et l'éditeur aussi, importante pour couper toutes ces histoires et les rendre plus fluides avec des meilleures transitions avec les autres aventures. Donc, coécrire un livre, c'est un choix que j'ai pas regretté. Au contraire, qui était important pour moi. Puis d'avoir un œil complètement extérieur à sa propre vision de son aventure, ça enrichit le propos. Ouais. Et toi, Rémi? Pardon, excuse-moi. Je t'ai coupé, Rémi. Moi, pour le coup, j'ai écrit un livre tout seul où j'avais quelqu'un qui m'a aidé sur la relecture, mais j'ai senti que j'avais pas assez de recul dessus. Sur le premier livre, donc qui était sur la transatlantique, et sur le deuxième livre sur le GR20, c'était avec toi, Yuri, et c'était très long. Et en même temps, ça demande de faire vachement confiance à l'autre personne sur ses propositions. Et c'est beaucoup de discussions, en fait, de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Sachant que là, c'est même pas que t'es un co-auteur, on est tous les 2 auteurs. C'est notre livre final, c'est nos 2 noms qui apparaissent, on parle en nos 2 noms. Et du coup, il y a la difficulté de se dire qu'est-ce qu'on accepte parce que c'est notre livre final qui sort. Ouais. Tiffany, tu veux réagir ou Linda? Moi j'ai écrit seule parce que c'était vraiment un travail de mémoire et c'était vraiment un récit de voyage. Donc c'est pour ça que je l'ai fait aussi directement à mon retour de voyage, parce que je voulais que tous les souvenirs soient frais dans ma mémoire. Et après j'ai fait appel à des gens autour de moi, famille, amis, pour la relecture. Et là-dessus, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du temps que ça prend d'écrire un livre. J'avais pas anticipé assez le fait que ceux qui relisent vont prendre quand même beaucoup de temps, parce que du coup, ils s'investissent pas autant que nous et prennent pas le temps que nous, on a à consacrer à notre projet. Du coup, ça m'a pris beaucoup de temps d'à chaque fois d'attendre les retours de chacun à droite, à gauche. Et du coup, on parlait de temps tout à l'heure, et moi, ça m'a pris peut-être plus d'1 an à écrire, et à chaque fois j'avais une échéance et à chaque fois je la tenais pas parce que j'avais pas non plus besoin de la tenir, mais à chaque fois je me disais bon, là il va y avoir Noël qui va arriver, ce serait un beau cadeau, mais à chaque fois comme j'avais pas fini, je me donnais une autre échéance en fait. Ouais, moi alors donc j'ai écrit 3 livres. Les 3 livres, donc il y a 2 récits de voyage et le deuxième livre c'est un manifeste, c'est une sorte d'essai. Donc c'est un autre exercice, mais quoi qu'il en soit, les 3 je les ai écrits seuls. Vraiment,
absolument seule, quoi, sans même faire. Enfin, si le deuxième, en fait, je faisais lire régulièrement. C'est mon compagnon, en fait, qui me donnait des feedbacks sur mon essai. Mais j'ai vraiment une démarche très, très, très intérieure et du coup ultra personnelle quand j'écris. Et du coup, pour moi, enfin, j'aimerais même pas quelqu'un, même mon éditeur, en fait. Enfin, mon éditeur, à part le premier chapitre, enfin, si je parle de mon dernier livre, parce que j'ai changé d'éditeur entre-temps, il a lu mon premier chapitre et ensuite il a lu le livre en entier une fois qu'il était terminé. En fait, il y a aussi une grande relation de confiance entre mon éditeur et moi, qui voilà, et il accepte de voir le résultat final et ensuite on commence à faire des allers-retours sur la qualité d'écriture, etc., quoi. Et après, ouais, pour répondre sur la question du temps, c'est pareil. Enfin, de toute façon, il y a toujours une différence entre le premier livre qu'on écrit, mais c'est comme une première chanson, une première œuvre de façon générale. Moi, le premier livre, donc c'était non seulement l'histoire d'un récit de voyage, mais c'était l'histoire de mon changement de vie avec des choses de mon enfance. Bah, notamment, je pense, Julien, toi aussi, t'as écrit des choses que t'as vécues, t'as inséré des choses que t'as vécues, donc tu sais ce que c'est. C'est qu'à un moment, bah, on se reconfronte à son passé, aux épreuves, aux souffrances qu'on a pu vivre dans son passé. Et en fait, c'est surtout ça qui demande du temps, c'est le temps d'introspection qui fait que, en plus des faits qu'on a vécus, c'est le nouveau regard qu'on va porter sur ce qu'on a vécu. En fait, c'est une sorte d'autopsychanalyse, hein. C'est là que l'écriture, le pourquoi l'écriture aussi peut être de faire sa propre psychanalyse. Et en fait, moi, le premier livre qui était très introspectif, clairement, ça a été 2 ans d'introspection, de réflexion, et ensuite, une fois que je sais pas que tout le travail de décantation a été fait, ça a été 3 mois d'écriture à proprement parler. Alors pour rejoindre ce que dit Linda, c'est vrai, quand on fait une introspection, une analyse, il y a le temps de production. Donc, par exemple, pour l'écriture de mon livre, l'éco-aventurier au service de l'environnement, on avait calculé avec Stéphane, c'était 40 jours de travail à heure pleine. Mais par contre, c'était 6 mois, sur 6 mois. Et le reste du temps, c'était de la réflexion personnelle. C'était des semaines parfois à ne rien écrire, des semaines à se mettre en colère ou à pleurer devant son écran et à digérer, accepter ce que l'on va mettre noir sur blanc. Et après, ça filait. Donc, il y a le temps de réflexion, d'acceptation et après de production. Et après, bien sûr, il y a les relectures avec l'éditeur. Donc, je pense que plus c'est personnel, peut-être plus ça peut être long à écrire. Si on écrit un prospectus, c'est peut-être plus rapide. Ouais, c'est vrai. Moi, du coup, c'est un peu comme Tiffen, ça m'a mis. Je pensais beaucoup plus court, mais au final, je dirais 8 mois, entre 8 mois et 1 an d'écriture. Et après, j'ai vraiment écrit seule, mais après, il y a eu le regard d'une seule personne, d'un ami. Et ensuite, l'éditeur et après, comme tu disais, Justin, les allers-retours entre, du coup, moi et l'éditeur. Et du coup, c'est pas forcément évident parce qu'il veut bien couper certains passages. Et je dis, non, mais alors tu négocies avec l'éditeur pour voir, non, je veux garder ce passage-là et ça. Mais ouais, c'est souvent plus long que ce que tu imagines et c'est aussi ça qui est difficile. C'est pas comme quand tu fais un travail court où tu as la satisfaction du travail accompli à la fin de ta journée ou de ta semaine. Là, c'est tellement à long terme, de longue haleine que c'est vraiment... il faut garder l'énergie jusqu'au bout, quoi. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, j'avais de la chance que Julien m'accompagne, me conseille et tout, parce que du coup, on a le même éditeur. Et ma première expérience, donc au moins, Julien me rassurait beaucoup quand j'étais en panique. Et Julia, qui était ma co-autrice, j'avais besoin en fait de cet accompagnement pour ce premier livre. Et ouais. Michael, toi, tu vois l'écriture comme un travail? Bah oui, quand même, quand tu passes des journées à écrire, à un moment, ça c'est quand même un travail, même si on peut y prendre du plaisir ou pas de plaisir, des fois ça peut être soit l'un soit l'autre. Mais oui, à un moment t'es obligé de, enfin pour moi je le prends comme un travail parce qu'à un moment faut que tu te poses, faut que tu écrives, que tu prennes le temps de le faire et ça demande une rigueur quand même très importante. Donc ouais,
j'aime bien écrire par sprint, en gros. Surtout au début, j'aime bien me prendre au moins 1, 2, 3, 4 mois selon la longueur du, du livre pour vraiment me dire, tous les jours, je vais travailler 3, 4, 5, 6 heures, enfin, selon le temps que j'ai disponible. Et vraiment de le faire et d'avoir cette rigueur et de me lever le matin et d'avoir des horaires stricts, etc. Parce que sinon, je n'avance pas. Et donc, je pense que c'est important et ouais, c'est quand même un travail. Sinon, j'ai du mal à voir comment ça peut avancer. Ok. Il y en a qui veulent réagir par rapport à ça? Alors, façon de travailler? J'ai envie de dire, c'est un travail. Et quand on écrit un livre, il faut qu'on se pose la question de est-ce qu'on écrit un livre pour soi ou est-ce qu'on écrit un livre pour qu'il soit lu? Parce qu'il faut rappeler qu'un livre, ça va être du temps de cerveau. On va apprendre du temps à des gens. Et quand je faisais mes coupes, souvent je me posais la question de est-ce que j'ai écrit pour moi, Julien, pour me faire plaisir, pour me libérer de quelque chose? Et est-ce que ça a vraiment de l'intérêt pour le lecteur? Donc c'est ça que j'utilisais par exemple pour faire mes coupes. Et voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Du coup, moi j'ai 2 livres. J'ai le livre plus pour ma famille, qui est lui sans les coupes, et le livre pour Ah, c'est pas mal ça. Une bonne stratégie. et voilà. Version non censurée, version non. C'est ça. Je suis content d'avoir la bonne version, Justin. Yuri, toi, par rapport à l'écriture? Ouais. Par rapport à l'écriture, nous, ça a pris énormément de temps, en fait. On l'a fait en septembre, le GR20, on a fait en septembre 2016, je crois. C'est ça? Yes. Et on l'a sorti en novembre 2019. Ouais, 3 ans. Pourquoi? Déjà, il y avait la distance. C'était très compliqué d'écrire un livre à 2 et à distance, puisque t'étais autour de la planète et moi aussi. Enfin non, moi j'étais au Canada ou aux États-Unis. Ouais. Et donc c'était très compliqué parce que en plus on a fait, notre livre est particulier, donc on a fait des choix dans le livre et c'était dur en fait de faire ces choix, de les modifier, parce que nous il n'y avait pas d'éditeur. Donc ça a été compliqué. Il a fallu qu'on s'auto-censure, qu'on se coupe nous-mêmes. C'était très 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 dur. Il y avait le décalage horaire en plus. Quand on devait faire des réunions, il y avait le décalage horaire, fallait se caler. C'était compliqué. Et donc ça a pris du temps, mais c'était super sympa. Mais ça a pris beaucoup de temps, quoi. Sachant que nous, il y a une première phase où on a écrit chacun de notre côté nos 150 pages, et ensuite il fallait mélanger les 150 pages de chaque personne, parce qu'on se parle en permanence dans le livre. Et donc ça a été très compliqué parce qu'il fallait faire ça à distance. Et au début, on a fait des tests, on a vu que ça marchait, et c'est Yuri qui a pris la partie en mode c'est toi qui vas tout mélanger, et derrière je vais valider ou pas ce que tu vas faire. Mais fallait avancer d'une manière ou d'une autre. Et pour nous, c'était le meilleur choix. Non, mais si, c'est vrai, c'était exactement ça. C'était très compliqué de mélanger, sachant qu'en plus, on va dire que toi, t'allais plus à l'essentiel à la base, hein, on va dire dans le premier jet, t'allais à l'essentiel et moi, je m'étalais. Voilà. Je veux dire, au début, il y avait, c'était trop long, quoi. C'est peut-être encore trop long, hein, je sais pas. Mais en tout cas, au début, c'était vraiment, et donc c'était super compliqué de mixer, de mélanger, de couper, de faire quelque chose, on va dire, d'assez fluide, quoi, à lire. Et ça a pris un temps. Puis après, il y a eu d'autres choses vraiment, c'était très très long, mais c'était très très, c'était très intéressant justement d'écrire un livre à 4 mains. Comme on dit, c'était sympa. Et du coup, ça serait quoi votre conseil pour ceux qui souhaitent travailler à distance, les co-auteurs à distance? C'est se fixer, c'est compliqué, ça dépend où t'es dans le monde, mais par exemple au Canada, aux États-Unis, nous on avait 6 heures de décalage, mais comme je travaillais ici, moi si je finissais par exemple à 16 heures, il était déjà 22 heures en France. Et avant le travail, c'est compliqué. C'est compliqué. Pareil pour Rémi, quoi. C'est compliqué. Donc, le conseil, ce serait de se fixer, je sais pas moi, par exemple, nous, c'est ce qu'on faisait, je crois, c'était un jour dans la semaine, on se disait, par exemple, le samedi, c'était ça, Rémi, il me semble, hein, on faisait comme ça. On l'a tellement fait tellement longtemps. On essayait de se caler, par exemple, un jour, et là, on faisait
une vraie grosse réunion, ça durait très longtemps, et on prenait en fait tous les changements, et là on les validait, enfin il les validait, il me disait pourquoi non, pourquoi oui, et moi je disais on argumentait, et après on se redonnait les tâches, on se distribuait les tâches pour jusqu'à la prochaine réunion. Ok, tu vas faire ça, tu vas faire ça, moi je vais faire ci, ça. Et puis après, beaucoup d'argumentation pour défendre nos partis. Ouais. Et des fois sur un mot. Des fois il y avait des argumentations sur un mot. Et on pouvait passer une heure sur un seul mot. Et des fois on disait bon, vas-y, on enchaîne. Mais c'était marrant aussi de voir justement de voir ça, de voir ce débat, de devoir débattre, et d'essayer de montrer pourquoi on devait mettre ce mot et pourquoi un autre. C'était bien. Yes. Ici, on pose une question. Est-ce que vous avez des éditeurs ou pas d'éditeurs? Est-ce que ceux qui ont des éditeurs, quand on trouvait, raconter un peu votre histoire avec votre éditeur? Si c'est vous qui êtes allé chercher, si c'est vous, vous avez compris la question. Moi, je pense que j'ai eu énormément de chance parce que c'était l'éditeur qui est venu me voir. C'est que j'ai terminé mon tour de France, donc Clément Ronin, qui est l'éditeur aussi de Justin, qui travaille à la maison Hugo Doc. Il est venu me voir, il m'a dit on croit en ton histoire, on croit aussi en ta communauté. Parce qu'il faut savoir que quand on est suivi sur Internet, ça représente aussi des éventuels clients, donc des ventes. Donc l'éditeur s'intéresse aussi à notre profil. Et donc ça a été une commande d'un éditeur. Donc voilà. Donc à la base, c'était un follower qui est éditeur, qui a réussi à convaincre ses collègues et sa maison d'édition de faire un livre sur les éco-aventures. Du coup, pareil que Julien, donc c'est Clément Ronin aussi. Et ce qui s'est passé, il était venu voir le film qu'on avait fait avec Rémi, J'irai pagayer à Madagascar. Il m'avait envoyé un message parce qu'il était intéressé par ce que je faisais. Et par contre, avec Julien, on a quand même envoyé notre manuscrit à d'autres maisons d'édition avant de revenir vers lui pour un peu avoir un compte rendu de plusieurs éditeurs. Et finalement, vu que Julien m'avait recommandé Clément, et il a eu raison parce que c'est un éditeur jeune qui est dans la même dynamique que nous, qui a tout de suite compris mon histoire. Et ça a été important. Et aussi, moi, j'avais peur de lui présenter. Et on a eu un contact en fait d'amis rapidement et ça m'a beaucoup aidé pour lui raconter ma vie ou l'histoire que je voulais dégager de ce livre. Ouais, c'est vrai qu'avec les éditeurs, c'est une relation assez particulière. Par exemple, j'avais été contacté aussi par Hachette, et là, on était beaucoup plus dans une relation commerciale, de production et de surfer sur le marché de l'aventure. Et cette relation, on va dire un peu commerciale, sans lien réel pour les aventures, ça a fait que j'ai choisi une maison d'édition où il y avait un esprit beaucoup plus familial et amical. Et c'est vrai qu'une maison d'édition, faut bien la choisir parce que ça peut très vite être l'horreur, comme ça peut être le paradis, parce qu'on peut ça dépend du contrat qu'on a, mais on peut nous imposer des choix artistiques par rapport à notre livre, et des fois on a vraiment du mal à les accepter. Quelque chose qui est différent, c'est que Clément m'a tout de suite tutoyé, ça m'a mis en confiance, mais vraiment ça m'a énormément aidé. Alors qu'à l'inverse, d'autres éditeurs vous voyez. Il me disait aussi, si tu veux qu'on publie ton livre, il te faut 50 000 abonnés. Du coup, j'avais une pression en fait derrière avant de sortir le livre qui était dingue parce que je me disais, ok, les gars veulent le manuscrit. Si tu as un certain stade au niveau de ta communauté, ça me faisait flipper. Alors qu'avec Hugo Publishing, ils ont pris plutôt le challenge d'accepter mon manuscrit parce que l'aventure leur plaisait, mon histoire leur plaisait et ça m'a rassuré. Nous, Rémi, on a eu avec un éditeur dont je tairai le nom. Non, je plaisante. Tu te souviens, l'éditeur nous a dit en fait le livre. S'il y avait une possibilité d'éditer le livre, il faudrait donc enlever les deux personnages. Ça ne devienne plus qu'un seul personnage. Il faudrait enlever toutes les blagues, il faudrait enlever toutes les références. Il fallait enlever l'essence même de notre livre. Et nous, on a dit
non. Enfin, là, c'était trop. C'est-à-dire, c'était vraiment trop. Ils nous demandaient, en fait, de réécrire un livre. Et enfin, de refaire quelque chose. Et donc là, nous, on avait dit, bah, non, quoi. Ça avait plus le même sens d'écrire un livre qui était un livre à 4 mains qui devenait un livre à, 2 mains, enfin, à 1 main, du coup. Et, c'était compliqué, quoi. Et là, nous, c'était, il n'y a pas eu on s'est rendu compte que en tout cas les éditeurs, pour nous, ils voulaient juste ils voulaient vraiment faire quelque chose qui devienne leur produit et qui avait plus aucun rapport avec ce que nous on voulait partager. Non, Rémi, t'es pas d'accord? Bah, c'est sûr que les récits de voyage, ils sont tous comment dire, ils se ressemblent tous, et nous on est dans un style qui est vraiment différent, avec un vocabulaire, un lexique, une façon de parler qui est un peu spéciale, qui est peu vue et qui va pas forcément correspondre aux attentes en fait des. Il y a de la couleur dans le livre. Un éditeur se dirait mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais moi j'adore le de créativité dans ce livre en fait. Et je pense que ça fait peur au point de vue commercial. Ouais, peut-être. Mais je comprends aussi. Je comprends le point de vue d'éditeur. Donc bien sûr, il se dit ouais, c'est compliqué. La couleur des dessins, des choses comme ça. Et de notre côté avec Yuri, ce qui était compliqué, c'était justement de rentrer en contact avec les éditeurs. On a eu l'occasion d'être en contact avec un seul éditeur. Donc notre livre après, il a pas plu par son style. Ok, ça nous va, mais on n'a pas réussi forcément à aller contacter d'autres éditeurs pour ce livre-là. Et nous, on tenait tellement à le sortir, et vu que quand on contacte une maison d'édition, généralement, les projets, c'était pour dans 1 an et demi. Nous, notre livre, le manuscrit, il était prêt, on voulait le faire, le publier le plus rapidement possible, et notre édition, dans ce cas-là, c'est plus simple. Quand on a écrit un récit et qu'on veut le faire publier par un éditeur, faut attendre 3 mois, 6 mois avant d'avoir des réponses, mais pour le publier, c'est encore plus long. Ouais, complètement, c'est souvent le dilemme, et c'est vrai que c'est souvent il faut convaincre. Moi, le problème que j'ai eu avec eux, c'était le titre, et qui est encore d'ailleurs un peu en discussion. Mais c'est vrai que tu t'abandonnes une partie de ton projet, ça devient en quelque sorte un peu leur propriété. Donc il faut accepter ça. Si tu acceptes l'éditeur, comme tu disais, Julien, en fonction de l'éditeur aussi. Mais moi, j'ai pas eu la chance d'avoir le choix de l'éditeur. J'étais contente d'en trouver déjà. Mais moi, j'avais fait le choix de pas contacter ceux où il fallait envoyer. Parfois, il faut vraiment le manuscrit papier. Il faut faire la démarche d'imprimer son manuscrit et d'envoyer par la poste. Moi, j'avais choisi que d'envoyer à ceux qui acceptaient les formats du coup internet, informatique. Et du coup, j'en avais trouvé un, mais c'est vrai que tu abandonnes une partie. Donc, c'est aussi le dilemme et un choix du coup entre auto-édition et choisir un éditeur. Donc, c'est une décision parfois difficile, mais. Nickel. Alors moi, j'ai publié 3 bouquins. Mes 3 premiers bouquins étaient en auto-édition. Donc, j'avais tout fait moi-même, du design. Bon, j'ai quand même pris des freelances pour faire un peu le design et aussi corriger les erreurs parce que j'étais loin d'être bon en orthographe. Mais j'ai auto-édité les 3 premiers. Donc, quelque chose, ça a plutôt bien marché parce que j'étais vraiment maître de tout ce que je disais, la promotion, etc. Donc, c'était bien. Et là, pour le 4e, du coup, sur le récit donc de Paris-Téhéran à vélo. Donc j'ai trouvé un éditeur, donc il n'est pas venu vers moi, c'est moi qui ai démarché plusieurs éditeurs. Ça n'a pas été forcément simple, mais le fait, comme Julien a dit, que tu as une communauté, donc moi j'ai quelques milliers de personnes qui me suivent sur les réseaux, donc du coup effectivement c'est une arme, on va dire, que tu peux proposer aux éditeurs parce qu'ils savent que tu auras des gens potentiellement à qui tu pourras vendre tes livres. Donc ça a clairement joué. Je pense que j'aurais pas eu la communauté, je sais pas si j'aurais trouvé cet éditeur-là. Et voilà, ça se passe plutôt bien pour le moment. Effectivement, il y a beaucoup de corrections. Je m'attendais pas forcément à ça au début, donc il y a pas mal de choses, pas mal d'anecdotes, de choses qu'il enlève, qui me semblaient importantes, des personnes que je voulais mettre dans mon histoire et du coup qui supprime. Donc je suis un peu déçu parfois des choix éditoriaux, mais c'est aussi le jeu. Je pense que s'il le fait, c'est qu'il connaît son métier, il a ses raisons aussi. Donc voilà. Moi, j'ai un petit peu de mal parce que du coup à lâcher ce projet parce que j'avais l'habitude de faire tout ce que je voulais. Donc là, il faut que je lâche un petit peu des choses qui me portaient à cœur. Donc
notamment sur la couverture, parce que je suis pas forcément OK avec ce qu'il veut faire, mais ça s'intègre dans une collection qui est propre et qui a son design propre et faut s'y adapter. Donc voilà, il y a ce côté où il faut lâcher un peu du lest sur des choses qu'on a envie, mais au final, c'est aussi intéressant de travailler avec des professionnels du métier, quoi. Ouais, moi je voulais justement par rapport à ceux qui nous écoutent, qui sans doute réfléchissent à écrire un livre, pour prendre un exemple complètement contraire à ce que Julien ou Justin me disaient, par rapport au fait d'avoir une communauté importante, enfin communauté via les réseaux sociaux, il faut pas désespérer de trouver un éditeur pour autant, même si on n'a pas de communauté constituée, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, parce que moi personnellement c'était mon cas. Le premier livre que j'ai édité, enfin que j'ai publié, donc c'était en 2015, je crois. 2015 ou 2016, c'était 2016, et enfin voilà, je vais avoir, enfin même au jour d'aujourd'hui, hein, enfin mes communautés sont pas délirantes parce que ouais, j'ai jamais passé beaucoup de temps là-dessus, et puis ouais, c'est un choix. Et malgré tout, j'ai trouvé un éditeur. Donc après coup, en fait, mon livre, pour prendre l'exemple de mon premier livre, donc pas de communauté sociale, donc comme on disait tout à l'heure, hein, l'éditeur c'est aussi une entreprise, donc eux ils se disent bah, s'il y a une communauté, donc il y a des potentiels lecteurs, donc c'est du business, hein, donc ils vont vendre. Donc moi j'avais pas ça à vendre parce que j'avais pas de communauté ou très peu. Donc j'avais fait le choix d'écrire mon livre en entier et ensuite de le présenter. Donc j'étais refoulée par plusieurs éditeurs évidemment, hein, et c'est là qu'entre en jeu la plus grande qualité qu'on puisse avoir au monde, c'est la persévérance, hein. Donc si ça marche pas avec un, on va aller voir un deuxième, ça marche pas avec deux, troisième, etc. Et c'est comme ça qu'on crée notre propre réalité. Et du coup, à un moment, ça a marché. En fait, à un moment, on m'a présenté un éditeur qui était indépendant. Et lui, qu'est-ce qui a fait qu'il a choisi de publier mon livre? Déjà, ils l'ont lu et ça leur a plu, quoi. Ça, c'est quand même la première condition, puisque le livre était déjà écrit. Et deuxièmement, en fait, ce qu'ils cherchent aujourd'hui les éditeurs, donc comme j'ai dit, soit effectivement, comme Julien le disait, soit vous avez une grosse communauté et puis eux, forcément, ça va les aider dans leur travail de vente. Donc du coup, ils vont plus facilement dire oui, ou ils vont même vous contacter en amont pour écrire un livre. Ou sinon, en fait, ce qu'ils exigent aujourd'hui, et ça, mon dernier éditeur me l'a confirmé, c'est que même si vous n'avez pas de grosse communauté en ligne, ils veulent des personnes qui sont capables de communiquer, de se vendre en fait. Ils veulent des auteurs qui savent non seulement écrire, hein, enfin c'est le principe de l'écrivain, mais ils savent aussi des personnes qui sont capables de communiquer, qui font des conférences publiques ou des conférences privées, ou qui font des choses sur les réseaux, parce que il faut se mettre dans l'esprit que c'est très noble d'écrire. Le livre est quelque chose de très noble, hein. On est dans le domaine de la culture, de l'art. C'est très beau, mais malgré tout, les maisons d'édition, c'est comme une entreprise X ou Y qui vend des produits, et à un moment, ils ont un chiffre d'affaires à faire, ils ont des employés à payer, et donc ils veulent vendre. Donc ça, il faut toujours l'avoir en tête, qu'à un moment donné, même si vous avez la plus belle relation du monde avec votre éditeur, à un moment, il va vouloir vendre le livre. Donc il faut savoir communiquer, et aussi, enfin ça c'est le conseil hyper pragmatique, si vous n'avez pas d'éditeur, que vous avez écrit un manuscrit, faire un synopsis, c'est en gros votre argument de vente, donc savoir résumer le livre en quelques lignes, le résumer par écrit, le résumer aussi à l'oral, en disant voilà quelle est l'histoire que je raconte en fait, et le meilleur résumé il doit tenir en 2 phrases. Et d'ailleurs, dans la plupart des contrats d'éditeurs, vous avez une partie qui concerne la partie commerciale du livre. Et normalement, vous devez être là pendant 1 mois, 2 mois, voire beaucoup plus pour la promotion de l'ouvrage. Donc, pas besoin d'avoir forcément une communauté. Tant que vous pouvez suivre un média pour promouvoir votre livre, ça va plaire à l'éditeur. Et d'ailleurs, ça peut être un des arguments sur lequel vous pouvez vous concentrer, dire que vous allez tout faire pour promouvoir votre ouvrage. Ouais. Ok. Tiffen? Oui, moi personnellement, j'ai choisi d'auto-éditer mon livre.
Alors bien sûr, choisir, si j'avais eu le choix d'avoir un éditeur qui était venu me chercher, peut-être que je l'aurais vu différemment, mais en tout cas, j'avais pas envie de passer du temps à démarcher des maisons d'édition. Et puis c'est vrai que maintenant, avec Internet, etc., c'est quand même assez facile de pouvoir s'auto-éditer. Et puis surtout, c'est aussi la fierté de faire son livre de A à Z, que ce soit l'écriture, mais aussi du coup la mise en page et le choix d'un imprimeur. Alors c'est vrai que ça demande quand même vachement de travail parce que une fois que j'ai fini d'écrire mon livre, je me suis dit bah c'est bon, là j'ai fini de l'écrire, je vais pouvoir l'imprimer. Et c'est vrai que la mise en page, donc j'ai été aidée par un ami qui connaît un peu le logiciel que j'ai utilisé, qui était InDesign. Mais c'est vrai que ça demande quand même beaucoup de travail et que du coup, une fois qu'on a fini le livre, c'est pas fini. Et donc, ça peut être un peu long. Et après, moi, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'au début, en fait, j'ai écrit mon livre en anglais. Parce que c'était une volonté de ma part qu'il soit lu en fait par les gens qui m'avaient hébergé sur mon trajet. En fait, je voulais surtout les remercier tous les gens que j'avais rencontrés pendant mon voyage, donc à qui j'ai envoyé mon livre. Et en fait, après, je me suis rendu compte effectivement que en auto-édition, du coup, j'avais ce côté aussi promotion du livre que j'allais devoir faire moi-même, puisque du coup, j'avais pas une maison d'édition qui allait promouvoir le livre. Donc, bien sûr, j'ai dû le faire moi-même. Et du coup, si c'était un livre en anglais, j'aurais eu quand même beaucoup de mal à promouvoir ce livre en France. Du coup, je l'ai traduit ensuite en français. Donc maintenant, j'ai 2 versions du livre, mais la version anglaise était quand même beaucoup plus pour offrir aux gens et remercier et leur rendre un peu un hommage. Et la version française, c'est un peu la version maintenant que je promouvois un peu plus, quoi. Alors, par rapport à la promotion du livre, vous allez dire si je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'un éditeur va vraiment, il va faire de la promotion, mais ça reste à nous, quand même, en tant qu'auteur, de faire la promotion. Et que l'éditeur, il va surtout faire la distribution, plus que de la promotion. Je sais pas, vous pouvez peut-être me répondre. Moi je pense, l'éditeur, son métier, c'est la distribution. Il peut passer par des forums comme Interforum qui va distribuer partout, Cultura, les Fnac, après les librairies indépendantes où ils ont leurs propres représentants. Ils vont aller convaincre chaque libraire de prendre tel titre. Et après, dans les maisons d'édition, ils ont une attachée de presse. Et l'attachée de presse, c'est la commerciale qui va aller voir tous les médias et qui va essayer de mettre l'éditeur. Par exemple, moi j'ai fait France 5, le magazine de la santé, j'ai eu divers articles. Et donc l'éditeur doit bien sûr le distribuer, réussir à mettre son auteur dans des cases, mais après il faut que l'auteur soit présent, qu'il arrive à vendre son histoire et que ce soit à la télé, que ce soit à la radio. Donc c'est vrai, comme le disait Linda, il faut être à l'aise aussi à l'écriture, mais aussi à l'oral et savoir communiquer une envie d'amener le téléspectateur à acheter son livre. Ok, donc auteur, c'est pas juste écrire des livres. Quelqu'un veut réagir par rapport à tout ça? Après, non, pardon. Non, vas-y, je te laisse parler. Ça dépend aussi de la maison d'édition. Il y a vraiment maison d'édition et maison d'édition entre les grosses qui auront plus le pouvoir justement au niveau communication et les petites qui jouent plus sur la quantité. Il y a vraiment beaucoup de sortes de maisons d'édition, donc ça va jouer aussi beaucoup. Certaines sont plus sur la qualité, vraiment sur des plus petites productions où du coup ils auront plus de temps et de moyens pour promouvoir chaque livre, alors que d'autres maisons d'édition sont plus sur la quantité et plus de livres par mois. Et donc là, ce sera du coup moins par eux et plus par l'auteur. Ce sera vraiment le rôle de l'auteur de faire la promotion. Donc je pense que ça dépend aussi de chaque maison d'édition. Ouais, mais je pense qu'en général, quand même le réseau de distribution, c'est déjà une façon de communiquer sur le livre. Parce que moi, en tant qu'auteur auto-édité, comme j'ai pas de maison d'édition, si je le sors pas moi et que je fais pas un peu des présentations de mon voyage, etc., pour faire parler de mon livre, le livre il sortira jamais de chez moi. Ouais, bien sûr.
Puis je pense aussi ça dépend de la thématique. Il y a toute la stratégie de vente autour de l'auteur parce que donc avec Julien, on est chez le même éditeur. Chez cet éditeur, il y a aussi d'autres personnalités d'Internet qui ont aussi des communautés énormes, monstrueuses, sans les citer. Jérém Star. On prend le cas de Jérém Star, comme dit Julien. Lui, il va pas imprimer, il va imprimer beaucoup plus de livres que nous deux, je pense, réunis. Mais du coup, après, la médiatisation de ce personnage doit sûrement être conséquente par rapport à nous. Par contre, il nous laisse pas forcément tomber, parce qu'on continue, voilà, de pouvoir aller dans d'autres presses, être invité sur des plateaux TV s'il y a la possibilité. Mais je pense que le budget derrière de marketing pour, on va dire, mettre ton auteur dans les ventes Amazon ou dans les librairies dépend de ses tendances, quoi, son influence. Ok. Et pour revenir sur Jérém Star, est-ce que vous pensez qu'il faut un talent pour écrire des livres? Est-ce qu'il faut être fort en écriture pour écrire un livre? Ou est-ce qu'il suffit de vivre de belles aventures pour écrire un livre? Je crois qu'il faut avoir envie de se lancer dans cette aventure. Parce que si tu le fais parce qu'on t'a forcé à écrire un livre, ça sera pas bien et ça sera pas ton livre finalement. Mais tant que tu as l'envie et le désir de partager tes histoires, là c'est bon. Ouais, je suis d'accord avec Justin, c'est qu'avant tout, faut vraiment avoir le désir. C'est comme pour le voyage, puisque là on est dans le cadre du récit de voyage. Je veux dire, mec qui a pas envie de voyager, qu'on va foutre sur les routes, le premier truc qu'il veut faire, je vais rentrer chez moi, quoi. Même si nous, ça nous anime, quoi. Mais d'abord, ouais, il faut vraiment le vouloir. Et puis après, c'est comme pour tout, à partir du moment où on veut, on va se donner les moyens de réussir, on va apprendre à raconter une histoire, on va travailler, on va retravailler. Et je dirais que c'est d'autant plus vrai pour l'écriture parce que c'est ce qu'on disait au tout départ, c'est que quoi qu'il en soit, ça prend du temps, ça prend un temps énorme. Il y a le temps de réflexion, il y a le temps d'écriture, après il y a le temps de trouver un éditeur, et derrière, une fois qu'on l'a trouvé, il y a le temps de publication. Et puis après, on attend fébrilement les premiers retours de lecture. Donc voilà, c'est un processus. Si on n'est pas passionné par ça, il faut pas se lancer. Il faut pas le faire histoire de dire ah oui, j'ai un livre et je vais être connu grâce à ce livre, parce que non, ça marche pas comme ça. Encore moins si on veut vivre de l'écriture non plus. Je pense que c'est dans toutes les activités artistiques, je pense que c'est le domaine qui paye le moins, l'écriture. Donc, il faut vraiment le faire parce qu'à un moment, on sent qu'on a ça en soi, parce que, comme on le disait une fois encore au début, on a envie de partager, on a envie de transmettre, on a envie de passer un message. Et il faut que ça nous porte, que c'est dans les tripes que ça se passe. Et après, on va apprendre. Donc, il n'y a pas de talent. Le seul talent, c'est de désirer. C'est vrai. J'ai bien aimé tous les sourires quand tu as parlé de l'argent que ça rapporte d'écrire un livre. Il y a tout le monde qui a souri en mode bah ouais, on travaille pendant 1 an, 2 ans et derrière c'est cacahuète, quoi. Non mais c'est le pire métier du monde. Rémi, c'est pour ça aussi l'éditeur, on a décidé aussi de s'auto-publier parce que je sais pas si tu te souviens qu'on avait vu un peu financièrement ce que ça pouvait rapporter aussi. Je crois que c'était 8% divisé en 2, donc 4%. Du coup, c'était peut-être trop de travail investi pour changer tout notre travail, tout changer. Et finalement, pour avoir juste 4% ça n'a pas été le facteur principal de notre auto-édition, mais ça, on a quand même fait, c'était 30 centimes. Ça faisait 30 centimes et sachant que pour gagner ces 30 centimes, il fallait qu'on refasse notre livre totalement, qui ait plus du tout l'esprit. Donc du coup, en fait, il n'y avait pas de sens pour nous. Il y avait vraiment plus de sens de passer par un éditeur. Même, avec ces facteurs à ce moment-là. C'était vraiment c'était plus du tout notre livre et on gagnait 30 centimes sur une idée, sur quelque chose qui était plus du tout
sur une idée qui était plus du tout la nôtre. Et du coup, ça pose la question de pourquoi tu écris un livre. Est-ce que tu le fais pour avoir un revenu derrière, ou est-ce que tu le fais parce que tu as envie d'écrire un livre? Et je pense qu'il faut mettre les choses au clair quand on écrit des livres, en tout cas à notre hauteur. Pourtant, certains d'entre nous, certaines ont déjà des grosses communautés, et ça nous permet pas forcément, enfin, ça nous permet pas du tout de vivre de la vente de livres. Enfin, c'est pas du tout nos revenus. Au moins, tu as ta page Wikipédia après. J'ai pas entendu. Après, tu as ta page Wikipédia. Je l'attends, moi, la mienne encore. Ok. Et pendant votre voyage, est-ce que vous prenez des notes? Oui. Moi, je pense que c'est partagé, là. Moi, j'avais un carnet de route où j'écrivais tous les jours, au moins chaque jour, à chaque fois que je bougeais, en fait. Mais ça, c'était en fait quand je suis partie en voyage, j'avais pas encore prévu d'écrire un livre. C'était vraiment juste parce que il se passe tellement de choses et qu'on est tout le temps en mouvement et que du coup, c'est des fois difficile de se souvenir. Où est-ce qu'on était il y a 2 semaines exactement. Du coup, j'avais vraiment fait ce travail où je me forçais tous les jours à écrire d'où j'étais partie le matin, où j'étais arrivée le soir, combien de kilomètres j'avais fait. Et puis ensuite 5-6 lignes sur comment était la journée, et du coup ça m'a beaucoup aidé à me souvenir, et juste voilà une ligne, et bah du coup ça me rappelait tout ce qu'il y avait autour, et aussi les photos qui m'ont beaucoup aidé, parce que du coup parfois on pense se souvenir que c'était comme ci ou comme ça, et après on voit sur la photo, et du coup ça aide aussi à décrire, etc. Mais c'est vrai que le carnet de route, c'était une des choses les plus précieuses que j'avais pour ensuite écrire. Moi, j'ai fait comme toi, Tiffaine. Ouais, la partie vraiment voyage à vélo, c'était avec un carnet de route. Pareil, les rencontres, le kilométrage, enfin, tout ça. Par contre, tout ce qu'il y avait avant, en voyage plus sac à dos, c'était vraiment juste, j'ai regardé les photos, pareil, c'était Google Photos, je repassais toutes les photos, je me disais, ah ouais, il s'est passé ça, et ça m'a vraiment remémoré des choses il y a plusieurs années auparavant. Mais sinon, le voyage à vélo qui était plus frais, c'était un carnet de voyage et photos. Moi, les photos, les vidéos m'ont beaucoup aidé pour des fois aller chercher du détail ou même plonger dans l'atmosphère et avoir une donnée importante qui est les dates, surtout pour les très vieilles histoires, de me dire, OK, c'était en 2012 ou je sais pas quoi, mais ça aide pas mal à faire une chronologie un peu. Moi, je sais de mon côté, les notes, c'est hyper important, et c'est là où je me souviens de exactement ce que j'ai ressenti pendant mon voyage, même s'il y a des photos, des vidéos qui m'aident également à remettre de la situation et à me rappeler de souvenirs. Mes notes écrites, pour moi, elles sont cruciales dans l'écriture. Et des fois, je les mets même telles quelles dans le livre. Ouais, c'est vrai ça. Après, ça dépend aussi si tu pars dans le principe, hein, si tu prévois même déjà avant de partir en voyage, peut-être que plus tard j'écrirai un livre. Oui, il y a plein de fois en écrivant le livre, je me suis dit, j'aurais aimé faire des carnets de voyage absolument, mais j'avais pas pensé, j'avais pas prévu, et il y a plein de choses que j'aurais aimé avoir, mais que j'avais pas fait. Du coup, de manière générale, pour vous, quand vient le moment où vous avez envie d'écrire un livre, est-ce que c'est pendant votre voyage, avant de partir en voyage, vous dites, de ce voyage, je veux en faire un livre? Ou est-ce que c'est à la fin du voyage, vous vous dites, ah, ça serait cool? À la fin? Moi, c'est les gens qui m'ont donné l'idée, c'est tout. Enfin, beaucoup, on m'a dit, mais tu devrais écrire dessus sur ce que tu as vécu, tu devrais en faire un livre. Et du coup, c'est ça qui m'a donné l'idée, c'est plus les conseils ou les avis des gens rencontrés. Ouais. Moi, c'est pareil, Justine. C'est mon retour de voyage où tout le monde m'a dit, mais tu dois avoir 1001 histoires à raconter, pourquoi tu l'écris pas dans un livre, et au fur et à mesure, c'est un peu planter une graine qui a germé. C'est ça, la graine est plantée. Voilà. Ouais, ça, pour nous aussi, Rémi, il y avait pas mal de ça. Quand on partageait des articles sur le GR20, il y a plein de gens qui nous ont dit de le mettre dans un livre, en fait, dans un récit un peu.
un peu plus conséquent que des articles, etc. Et toi, Linda, pour ton livre sur la traversée de l'Israël, par exemple? Moi, c'est venu après. Mais en fait, à chaque fois, alors même si j'aime écrire, donc c'est vraiment, je dirais, si un jour ça pouvait devenir ma principale activité, j'en serais très heureuse. Donc quoi qu'il en soit, j'écrirais, mais je me dis pas quand je pars d'un voyage, par exemple le dernier Israël ou même le voyage que j'ai fait dans les Andes, je ne voyage pas pour écrire en fait. En fait, je vis mon voyage vraiment dans l'absolu, dans l'instant présent, etc. Et en fait, au retour, si j'ai vécu une expérience suffisamment forte, où à un moment je sens qu'il y a eu une transformation intérieure qui fait que je suis vraiment revenue différente par rapport au moment où je suis partie, là je me dis que effectivement il s'est passé quelque chose de fort, donc il y a une histoire à raconter et donc ça vaut le coup d'écrire un livre. Et c'est ce qui s'est passé en Israël, c'est que Israël c'était de façon complètement inattendue, parce que j'avais absolument aucune idée, enfin j'avais pas de projet d'écrire un livre là-dessus, j'avais même pas, enfin bon bref, ça a été une histoire particulière Israël, et en fait l'expérience était tellement bouleversante qu'à un moment je me suis dit c'est évident qu'il faut que j'écrive le bouleversement que j'ai vécu là-bas. Et de façon contraire, par exemple, j'ai passé beaucoup de temps dans l'Himalaya, au nord de l'Inde, aux Anskars et au Tibet. Et j'ai rien écrit, j'ai pas écrit de livre là-dessus. C'était un très beau voyage, j'ai appris énormément de choses d'un point de vue du bouddhisme, de la disparition d'une culture au Tibet. J'aurais pu écrire là-dessus, mais pour moi, le bouleversement n'a pas été assez grand pour en raconter une histoire. Et du coup, ça se fait au retour en me disant, là, il y a vraiment une transformation intérieure. Et je pense que c'est vraiment c'est ça l'histoire en fait. L'histoire, c'est qu'à un moment, entre le moment, la personne qu'on va décrire dans les premières pages et la personne qu'on va décrire dans les dernières pages, elle a changé. Et c'est la fameuse intrigue qui va constituer le récit de voyage. Super. Quelqu'un veut réagir? Dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit après, en 2020, c'est plus compliqué de vendre un livre qu'avant. Qu'en pensez-vous? Je pense que les gens lisent encore beaucoup quand même. Il y a quand même encore ce désir de lire. Et maintenant, tu as même le choix entre le livre vraiment papier ou le format numérique avec la Kindle. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui apprécient la lecture. C'est vraiment une expérience différente de la vidéo ou d'autres formats plus numériques. Je pense que c'est quand même un plaisir particulier que beaucoup de gens encore ont. Je pense. Moi, je trouve qu'on partage pas les mêmes choses, que ça soit en vidéo ou par écrit. Sur mon livre sur ma transatlantique, j'avais fait ma web-série en vidéo sur Internet et j'avais encore plein de choses à raconter et qui me semblaient être racontables uniquement par écrit. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Et au final, c'est des choses qui sont différentes parce que tu as le temps de creuser, tu as le temps d'ajouter de la réflexion qui est beaucoup plus profonde que dans une web-série où tu suis une aventure au jour le jour. Ouais, il y a des choses qui peuvent pas se dire en fait en vidéo et ça je le savais pas et on a vécu une mauvaise aventure en Turquie, on en a fait une vidéo et en fait vu qu'on n'était pas capable d'exprimer notre ressenti après cette aventure, en plus c'était à chaud donc ça n'allait pas, et bien finalement je me suis rendu compte qu'elle l'écrit et je me suis persuadé que les gens qui liront cette histoire comprendront mieux tout ce qui s'est passé, comment nous sommes tombés dans un piège grâce au format, grâce à l'écriture. Yes. Je vais aller sur une autre question du public. Est-ce qu'il y a eu un avant-après la publication de votre livre? Alors, personnellement, moi, je trouve que avant d'écrire un livre, on réfléchit beaucoup sur sa propre vie ou aux idées qu'on peut avoir. Et une fois qu'on a réussi à les mettre noir sur blanc, qu'on les voit sur du papier, qu'on peut en discuter avec des gens qui ont lu le livre, il y a quelque chose qui est apaisé. Et personnellement, moi, je me sentais beaucoup plus serein. Comme si j'avais compris quelque chose sur moi-même, comme si j'avais fait un peu une analyse, comme si j'avais réussi à enfin exprimer des choses que je n'arrivais pas à dire en conférence ou en vidéo.
Donc personnellement, il y avait plus de sérénité. Voilà. Non, moi j'ai. Vas-y, il n'est pas encore sorti. Vas-y. Ouais, moi j'ai senti un peu un grand vide quand il est sorti. Je pensais que j'allais être très contente quand j'allais l'avoir dans les mains, et finalement en fait quand j'écrivais, c'était une façon de prolonger mon voyage et un peu de le continuer. Et du coup, à chaque fois que j'écrivais, je me replongeais dans les souvenirs, dans les photos, etc. Et donc c'est comme si un peu je revivais le voyage une deuxième fois. Et du coup, quand le livre a été vraiment imprimé et fini, je me suis dit bon voilà, il est fini, et maintenant qu'est-ce que je fais, quoi. Donc ça a été après, comme j'ai dû le promouvoir, du coup j'ai donné un peu des petites conférences où j'ai un peu fait des présentations de mon voyage pour ensuite essayer de vendre le livre. Et donc ça a été une deuxième étape et une deuxième partie où du coup mon voyage a aussi continué à vivre. Mais c'est pas quelque chose au quotidien qui me faisait passer mes journées, quoi. Du coup, moi, ça a été plutôt un vide, quoi. Et vous n'avez pas ressenti de stress le jour où le livre, ça y est, il est envoyé à l'imprimeur? Merci. Que tu dis, moi j'ai écrit des articles de blog où je sais à tout moment je peux aller corriger une faute, rajouter quelque chose, compléter ma réflexion. Mais là c'est fini, quoi. C'est imprimé et c'est fini. Du coup, moi je sais que j'ai vachement retardé, même si le manuscrit était fini. J'ai dû prendre au moins 10 jours avant de me dire ok, je l'envoie, et je le relisais tous les jours en entier pour me dire est-ce que j'ai vraiment envie de publier ça. Et ça prend du temps, quoi, d'accepter que c'est un produit qui est fini. Ouais, je pense que ça, c'est une des étapes pour moi, ça a été une des étapes les plus difficiles, parce que il faut se convaincre que c'est pas parfait mais qu'il va falloir s'arrêter à un moment donné, parce que on va pas pouvoir relire indéfiniment. Il y aura toujours des choses qu'on voudra changer, il y aura toujours des choses auxquelles on sera pas satisfait. Et du coup, au bout d'un moment, il faut vraiment s'arrêter et se dire bon, c'est pas parfait, mais ça va être lu, et tant pis, je le fais quand même. Et je pense que au final, même si il y a des fautes ou il y a des choses qu'on n'est pas complètement satisfait, je pense qu'au bout du compte, on est quand même content qu'il soit publié et enfin version papier, quoi. Parce que la nature, au bout d'un moment, tu viens de relire le livre. En fait, je sais pas vous, mais les 2-3 premières lectures complètes du livre, j'étais content. Et puis plus je lisais, plus je me disais mais non, faut pas. Ça va pas dire ça, mais non, moi, c'est vraiment quand j'ai signé le contrat et vraiment que c'était bon, je me suis dit, oh mon Dieu, mais en fait, il y a des gens qui vont le lire. Et en fait, c'était comme une prise de conscience. C'est pas. J'ai réalisé après. Ouais, c'est super vertigineux quand, comme tu dis, un blog, on peut toujours corriger. Là, voilà, c'est parti, c'est l'impression, et 2 mois après, ce sera rendu public. Donc des gens qu'on ne connaît absolument pas, donc qui sont pas forcément bienveillants. Mais bon, en général, ils le sont, sinon ils n'achètent pas le livre. Mais ouais, c'est stressant. Enfin, je veux dire, il faut dire les choses, et il y a un côté vertigineux, un peu stressant. Puis après, je sais plus, je crois que c'est toi, Rémi, qui disait qu'à un moment il faut accepter. Ouais, voilà, c'est là qu'on accepte aussi. C'est le lâcher prise, quoi. Faut lâcher prise. Et puis, je crois que Julien, toi aussi, t'as eu pas mal de critiques par rapport à ton engagement écologique, et forcément quand on reçoit des fois des mots assez durs, hein, puis ça c'est facilité par les réseaux sociaux, il y a des gens, on sait pas pourquoi, on doit toucher quelque chose en eux, ils portent une colère et ils nous la renvoient en pleine face, quoi. Bon, faut accepter que on peut pas plaire à tout le monde, et puis que voilà, il y a des gens qui l'expriment plus ou moins habilement, et c'est comme ça, c'est la nature humaine, hein. Malheureusement, là, même encore hier, moi j'ai reçu un email où je me suis dit mais pourquoi tu m'envoies un email pour me dire ça? Des fois c'est dur à prendre. Enfin, avec Fiori, des fois on lit les commentaires, on essaye d'en rigoler, mais des fois c'est assez compliqué. Il y a plein de commentaires élogieux forcément, mais dans le tas il y en a plein aussi qui font mal, et tu te dis mais
ils se rendent pas compte qu'il y a un humain derrière, j'ai l'impression. Ouais, ça, avec les réseaux sociaux, ça a empiré. Mais voilà, après moi, je me dis, c'est ce qu'ils pensent eux, hein. Donc ça ne m'appartient pas. Et chacun, ils ont le droit de penser ça. Et voilà, peu importe. Enfin, c'est un grand travail de détachement et de lâcher prise. Mais ça pour le coup, c'était pareil pour les vidéos sur Internet. Enfin, on a peur de se faire tacler au début, et puis après, on s'habitue. On sait qu'à chaque fois qu'on sortira une vidéo, il y aura des gens qui seront pas contents. Les haters. Ouais. Et il y a une question, c'est quelle est la première personne à qui vous avez fait lire votre livre et comment ça s'est passé cette relation? Moi, c'était un ami, un très bon ami. C'était la seule personne qui l'a lu vraiment en entier, qui m'a aidé sur la correction. Et il a été vraiment bienveillant et vraiment positif. C'était des critiques, mais positives, qui me poussaient à continuer, à corriger dans le bon sens. J'aurais aimé le faire lire à mon copain, mais il est anglophone, donc c'était compliqué. Et donc, mais sinon, ouais, vraiment. Après, au début, je voulais plusieurs correcteurs, mais je me perdais un peu dans les avis contradictoires des gens, donc j'ai décidé de faire confiance à une personne qui m'a aidé vraiment pour toute la correction, et je lui ai fait confiance à lui, me pousser à continuer, à corriger dans le bon sens. J'aurais aimé le faire lire à mon copain, mais il est anglophone, donc c'était compliqué. Il y a quelqu'un qui a laissé. Désolé, je crois que ça venait de moi. Moi, j'ai fait lire le livre à mon père, et du coup, c'est intéressant d'avoir leur point de vue parce que elles lisent beaucoup, et puis elles sont beaucoup plus douées que moi sur l'écriture et tout. Donc, je savais que ça allait être pertinent, leur feedback, et voilà, j'attendais beaucoup de ça. Donc, j'étais la première à lire le manuscrit. À l'époque, était gros. Moi, je sais, de mon côté, c'était un gros stress de le faire lire à la première personne, et je voulais que des retours positifs dessus. Et donc, j'ai implicitement demandé à la personne, c'était à toi, Miguel? Moi, je t'ai fait des retours négatifs, hein. Je m'en souviens encore. Non, mais c'est le premier retour, et j'avais vraiment envie de dire, qu'on me dise, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et je sais, par exemple, quand je l'envoie à mes parents, qui lisent les premières versions généralement, je sais qu'ils vont me faire que du positif et qu'ils vont pas s'attarder sur des trucs négatifs. Même si c'est un avis qui est forcément qui est pas universel vu que c'est mes parents, et ben je trouve que c'est juste important qu'ils me disent c'est bien. Et ensuite, un peu après, je peux accepter des critiques. Et quand je sors quelque chose, j'ai besoin d'avoir un feedback positif en premier, et ensuite je suis prêt à accepter des choses à améliorer. Moi, je l'ai fait lire en premier à mon copain, avec qui, du coup, j'avais fait une partie du voyage, donc les 7 mois en Afrique. Et donc ça, c'était assez intéressant aussi de voir que, du coup, on n'avait pas les mêmes souvenirs, et surtout, on n'avait pas la même vision de certaines expériences. Du coup, je l'ai pas, je voulais pas qu'il change non plus et qu'il le fasse à sa propre vision. Mais il fait quand même des commentaires très constructifs, donc, et très critiques. Et donc, j'avais, je pense, besoin qu'on soit un peu critique et que je puisse le retravailler après. Mais j'ai fait aussi relire par mes parents et des amis pour avoir un peu une vision un peu plus élargie, et aussi pour des gens qui sont pas voyageurs, qui me disent un peu parce que parfois il y a des choses qui sont un peu évidentes, on va dire, et qu'on n'écrit pas en fait. Donc c'est bien de remettre un peu le contexte parfois, mais du coup j'avais un peu la volonté d'avoir quand même peut-être 4-5 personnes qui relisent avec des points de vue assez différents, quoi. Et oui, tu as dit un truc pertinent, c'est qu'il y a des choses qui sont évidentes pour nous, qui vont pas forcément l'être pour les autres. Ça reste notre histoire qu'on raconte. Et d'ailleurs, c'était drôle parce que dans mon livre, il y a quelques parties qui concernent la mécanique. Et l'une de mes sœurs ou leur maman a direct dit attention, c'est quoi ça, faut faciliter. Et ça, c'est important, voilà, de faire lire à des gens qui ont d'autres intérêts que vous, pour que votre livre soit facile à comprendre.
Une autre action? Non. Non, moi je voulais juste rebondir justement par rapport à ce qu'on disait, le regard de l'autre, par rapport au livre. Il y a une question qui dit le fait qu'un livre va être lu par d'autres qui ont une autre perception, avez-vous la sensation qu'il n'était plus le vôtre, un sentiment de désappropriation? Et en fait, moi j'ai vu ça, c'est vachement intéressant, c'est que, enfin je sais plus, il y a un écrivain justement qui disait ça, que le livre il est écrit deux fois, il est écrit une fois par l'écrivain et il est écrit une fois par le lecteur. Et ni l'un ni l'autre n'a raison ni tort, c'est que en fait chacun va lire le livre à travers il va le décrypter à travers sa propre expérience, et du coup non, c'est pas vraiment, je dirais pas que c'est de la désappropriation. C'est une fois encore, il faut accepter que le livre va être lu et interprété avec un autre regard. Et justement, je crois que c'est Tolstoï qui disait qu'en gros, quand il écrivait des livres, lui, il était satisfait si son livre, si le message qu'il avait transmis à travers son histoire était perçu à un tiers de ce qu'il avait voulu transmettre, en fait. Donc du coup, forcément, entre ce qu'on va écrire, enfin c'est le principe de la communication, entre ce qu'on va exprimer, ce qui va être reçu, ça va être différent. Et une fois encore, faut l'accepter. Et mais après, pour parler du regard extérieur justement avant publication, effectivement, je trouve ça vachement important de faire lire le livre par des gens qui ont un regard totalement autre, qui sont pas des voyageurs, voire même qui ne sont pas des lecteurs. Moi, je vois la première personne à qui je fais lire, j'ai fait lire notamment mon deuxième livre, et le premier, c'était mon compagnon, qui est pas un grand lecteur. Et en fait, lui, il va voir le livre à travers les émotions. Donc, en gros, est-ce que justement, pour quelqu'un qui va découvrir l'histoire, est-ce que ça va faire émerger quelque chose ou pas, quoi. Et ça, je trouve ça intéressant, parce qu'à partir du moment, c'est comme ça qu'on va toucher le lecteur, mais c'est pareil pour un film, en fait, c'est l'émotion qui va se dégager de ce qu'on a écrit. J'enchaîne avec d'autres questions sur le live. Quels sont les meilleurs feedbacks, les meilleurs conseils que vous avez reçus pour améliorer votre livre? Simplifier. Ouais. Simplifier, ouais. Raccourcir, ouais. Simplifier, raccourcir. Ouais. Ouais, c'est vrai. Dégraisser. Amaigrir. C'est d'actualité en ce moment avec le confinement. Parce qu'on a tous envie de tout raconter, en fait. Mais tout n'est pas intéressant. Ouais. C'est ça. C'est pour ça qu'on écrit pour le lecteur. Et on n'écrit pas pour ça, on écrit pour que ça soit lu, que ça soit intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter parfois à couper. Ouais, moi c'est ce que me dit mon éditeur. On en parle souvent. C'est chaque élément, chaque scène, chaque chapitre doit être une nouvelle brique à l'histoire. Et s'il y a de la répétition faite dans le livre, ça veut dire que il y a des choses en trop, en fait. C'est comme dans un film, hein, c'est la même construction. Chaque